Jeanne R. Partie 3. Chapitre 7. Les 3 premiers mois passés à Lowood me semblèrent un siècle. Ce fut pour moi une lutte fatigante contre toutes sortes de difficultés. Il fallut s'accoutumer à un règlement nouveau, à des tâches dont je n'avais pas l'habitude. La crainte de manquer à quelqu'un de mes devoirs m'épuisait encore plus que les souffrances matérielles, bien que celles-ci ne fussent pas peu de choses. Pendant les mois de janvier, de février et de mars, les neiges épaisses et les dégels avaient rendu les routes impraticables. Aussi ne nous obligeait-on pas à sortir, si ce n'est pour aller à l'église. Cependant, on nous forçait à passer chaque jour 1 heure en plein air. Nos vêtements étaient insuffisants pour nous protéger contre un froid aussi rude. Au lieu de brodequins, nous n'avions que des souliers dans lesquels la neige entrait facilement. Nos mains n'étant pas protégées par des gants, se couvraient d'engelures, ainsi que nos pieds. Je me rappelle encore combien ceci me faisait souffrir chaque soir, lorsque la chaleur les gonflait, et chaque matin, lorsqu'il fallait me rechausser. En outre, l'insuffisance de nourriture était un vrai supplice. Doués de ces grands appétits des enfants en croissance, nous avions à peine de quoi nous soutenir. Il en résultait un abus dont les plus jeunes avaient seuls à se plaindre. Chaque fois qu'elles en trouvaient l'occasion, les grandes, toujours affamées, menaçaient les petites pour obtenir une partie de leur portion. Bien des fois j'ai partagé entre 2 de ces quêteuses le précieux morceau de pain noir donné avec le café. Et, après avoir versé à une 3e la moitié de ma tasse, j'avalais le reste en pleurant de faim tout bas. En hiver, les dimanches étaient de tristes jours. Nous avions 2 milles à faire pour arriver à l'église de Brocklebridge, où officiait notre chef. Nous partions ayant froid. En arrivant, nous avions plus froid encore. Et avant la fin de l'office du matin, nos membres étaient paralysés. Trop loin pour retourner dîner, nous recevions entre les 2 services du pain et de la viande froide, et des parts aussi insuffisantes que dans nos repas ordinaires. Après l'office du soir, nous nous en retournions par une route escarpée. Le vent du nord soufflait si rudement sur le sommet des montagnes qu'il nous gerçait la peau. Je me rappellerai toujours mademoiselle Temple. Elle marchait légèrement et avec rapidité le long des rangs accablés, ramenant sur sa poitrine son manteau qu'écartait un vent glacial. Et, par ses préceptes et son exemple, elle encourageait tout le monde à demeurer ferme et à marcher en avant comme de vieux soldats. Quant aux autres maîtresses, pauvres créatures, elles étaient trop abattues elles-mêmes pour tenter d'égayer les élèves. Combien toutes nous désirions la lumière et la chaleur d'un feu pétillant lorsque nous arrivions à Lowood. Mais cette douceur était refusée aux petites. Chacun des foyers était immédiatement occupé par un double rang de grandes élèves. Et les plus jeunes, se pressant les unes contre les autres, cachaient sous leur tablier leurs bras transis. Une petite jouissance nous était pourtant réservée. À 5 heures, on nous distribuait une double ration de pain et un peu de beurre. C'était le festin hebdomadaire auquel nous pensions d'un dimanche à l'autre. J'essayais, en général, de me réserver la moitié de ce délicieux repas. Quant au reste, je me voyais invariablement obligée de le partager. Le dimanche soir se passait à répéter par cœur le catéchisme, les 5e, 6e et 7e chapitres de saint Matthieu, et à écouter un long sermon que nous lisait mademoiselle Miller, dont les bâillements impossibles à réprimer attestaient assez la fatigue. Cette lecture était souvent interrompue par une douzaine de petites filles qui, gagnées par le sommeil, se mettaient à jouer le rôle d'Eutychus et tombaient, non pas d'un 3e grenier, mais d'un 4e banc. On les ramassait à demi mortes, et, pour tout remède, on les forçait à se tenir debout au milieu de la salle, jusqu'à la fin du sermon. Quelquefois, pourtant, leurs jambes fléchissaient, et tout ensemble elles tombaient à terre. Leur corps était alors soutenu par les grandes chaises des monitrices. Je n'ai pas encore parlé des visites de M. Brocklehurst. Il fut absent une partie du 1er mois.
Il avait peut-être prolongé son séjour chez son ami l'archidiacre. Cette absence était un soulagement pour moi. Je n'ai pas besoin de dire que j'avais des raisons pour craindre son arrivée. Il revint pourtant. J'habitais Lowood depuis 3 semaines environ. Une après-midi, comme j'étais assise, une ardoise sur mes genoux, et très en peine d'achever une longue addition, mes yeux se levèrent avec distraction et se dirigèrent du côté de la fenêtre. Il me sembla voir passer une figure. Je la reconnus presque instinctivement, et lorsque, 2 minutes après, toute l'école, les professeurs y compris, se leva en masse, je n'eus pas besoin de regarder pour savoir qui l'on venait de saluer ainsi. Un long pas retentit en effet dans la salle, et le grand fantôme noir, qui avait si désagréablement froncé le sourcil en m'examinant à Gateshead, apparut à côté de mademoiselle Temple. Elle aussi s'était levée. Je regardais de côté cette espèce de spectre. Je ne m'étais pas trompé. C'était M. Brocklehurst, avec son pardessus boutonné et l'air plus sombre, plus maigre et plus sévère que jamais. J'avais mes raisons pour craindre cette apparition. Je ne me rappelais que trop bien les dénonciations perfides de madame Reed, la promesse faite par M. Brocklehurst d'instruire mademoiselle Temple et les autres maîtresses de ma nature corrompue. Depuis 3 semaines, je craignais l'accomplissement de cette promesse. Chaque jour, je regardais si cet homme n'arrivait pas, car ce qu'il allait dire de ma conversation avec lui et de ma vie passée allait me flétrir par avance. Et il était là, à côté de mademoiselle Temple. Il lui parlait bas. J'étais convaincue qu'il révélait mes fautes, et j'examinais avec une douloureuse anxiété les yeux de la directrice, m'attendant sans cesse à voir leur noire orbite me lancer un regard d'aversion et de mépris. Je prêtais l'oreille. J'étais assez près d'eux pour entendre presque tout ce qu'ils disaient. Le sujet de leur conversation me délivra momentanément de mes craintes. « Je suppose, mademoiselle Temple, disait M. Brocklehurst, que le fil acheté à Lowood fera l'affaire. Il me paraît d'une bonne grosseur pour les chemises de calicot. Je me suis aussi procuré des aiguilles qui me semblent convenir très bien au fil. Vous direz à mademoiselle Smith que j'ai oublié les aiguilles à repriser, mais la semaine prochaine, elle en recevra quelques paquets. Et, sous aucun prétexte, elle ne doit en donner plus d'une à chaque élève. Elle pourrait les perdre, et ce serait une occasion de désordre. Et à propos, madame, je voudrais que les bas de laine fussent mieux entretenus. Lorsque je vins ici la dernière fois, j'examinais, en passant dans le jardin de la cuisine, les vêtements qui séchaient sur les cordes, et je vis une très grande quantité de bas noirs en très mauvais état. La grandeur des trous attestait qu'ils n'avaient point été raccommodés à temps. Il s'arrêta. « Vos ordres seront exécutés, monsieur, » reprit mademoiselle Temple. « Et puis, madame, » continua-t-il, « la blanchisseuse m'a dit que quelques-unes des petites filles avaient eu 2 collerettes dans une semaine. C'est trop. La règle n'en permet qu'une. »« Je crois pouvoir expliquer ceci, monsieur. Agnès et Catherine Johnston avaient été invitées à prendre le thé avec quelques amis à Lawton, et je leur ai permis, pour cette occasion, de mettre des collerettes blanches. » Monsieur Brocklehurst secoua la tête. « Eh bien, pour une fois cela passera. Mais que de semblables faits ne se renouvellent pas trop souvent. Il y a encore une chose qui m'a surpris. En réglant avec la femme de charge, j'ai vu qu'un goûter de pain et de fromage avait été 2 fois servi à ces enfants pendant la dernière quinzaine. D'où cela vient-il ? J'ai regardé sur le règlement, et je n'ai pas vu que le goûter y fût indiqué. Qui a introduit cette innovation, et de quel droit ? Je suis responsable de ceci, monsieur, reprit mademoiselle Temple. Le déjeuner était si mal préparé que les élèves n'ont pas pu le manger, et je n'ai pas voulu leur permettre de rester à jeun jusqu'à l'heure du dîner. Un instant, madame. Vous savez qu'en élevant ces jeunes filles, mon but n'est pas de les habituer au luxe, mais de les rendre patientes et dures à la souffrance,
de leur apprendre à se refuser tout à elles-mêmes. S'il leur arrive par hasard un petit accident, tel qu'un repas gâté, on ne doit pas rendre cette leçon inutile en remplaçant un bien-être perdu par un autre plus grand, pour choyer le corps. Vous oubliez le but de cette institution. De tels événements devraient être une cause d'édification pour les élèves. Ce serait là le moment de leur prêcher la force d'âme dans les privations de la vie. Un petit discours serait bon dans de semblables occasions. Là, un maître sage trouverait moyen de rappeler les souffrances des premiers chrétiens, les tourments des martyrs, les exhortations de notre divin maître lui-même, qui ordonnait à ses disciples de prendre leur croix et de le suivre. On pourrait leur répéter ces mots du Christ: « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » Puis aussi cette consolante sentence: « Heureux ceux qui souffrent la faim et la soif pour l'amour de moi. » Oh, madame, vous mettez dans la bouche de ces enfants du pain et du fromage au lieu d'une soupe brûlée. Je vous le dis, en vérité, vous nourrissez ainsi leur vile enveloppe, mais vous tuez leur âme immortelle. Monsieur Brocklehurst s'arrêta de nouveau, comme s'il lui était suffoqué par ses pensées. Mademoiselle Temple avait baissé les yeux lorsqu'il avait commencé à parler, mais alors elle regardait droit devant elle, et sa figure naturellement pâle comme le marbre en avait aussi pris la froideur et la fixité. Sa bouche était si bien fermée que l'oiseau du sculpteur eût semblé seul capable de l'ouvrir. Peu à peu, son front avait contracté une expression de sévérité immobile. M. Brocklehurst était debout devant le foyer. Les mains derrière le dos, il surveillait majestueusement toute l'école. Tout à coup, il fit un mouvement, comme si son regard eût rencontré quelque objet choquant. Il se retourna et s'écria plus vivement qu'il ne l'avait encore fait. « Mademoiselle Temple! Mademoiselle Temple! Quel est cet enfant avec des cheveux frisés, des cheveux rouges? Madame, frisés tout autour de la tête ?» Il étendit sa canne vers l'objet de son horreur. Sa main tremblait. « C'est Julia Severn, » répondit mademoiselle Temple très tranquillement. « Julia Severn, madame. Eh bien, pourquoi, au mépris de tous les principes de cette maison, suit-elle aussi ouvertement les lois du monde? Ici, dans un établissement évangélique, porter une telle masse de boucles !»« Les cheveux de Julia frisent naturellement, » répondit mademoiselle Temple avec plus de calme encore. « Naturellement, oui. Mais nous ne nous conformons pas à la nature. Je veux que ces jeunes filles soient les enfants de la grâce. Et pourquoi cette abondance? J'ai dit bien des fois que je désirais voir les cheveux modestement aplatis. Mademoiselle Temple, il faut que les cheveux de cette petite soient entièrement coupés. J'enverrai le perruquier demain. Mais j'en vois d'autres qui ont une chevelure beaucoup trop longue et beaucoup trop abondante. Dites à cette grande fille de se tourner vers moi. Ou plutôt, dites à tout le premier banc de se lever et de regarder du côté de la muraille. » Mademoiselle Temple passa son manchon sur ses lèvres, comme pour réprimer un sourire involontaire. Néanmoins, elle donna l'ordre, et, quand la première classe eut compris ce qu'on exigeait d'elle, elle obéit. En me penchant sur mon banc, je pus apercevoir les regards et les grimaces avec lesquels elles exécutaient leurs manœuvres. Je regrettais que M. Brocklehurst ne pût pas les voir aussi. Il eût peut-être compris alors que, quelque soin qu'il prît pour l'extérieur, l'intérieur échappait toujours à son influence. Il examina pendant 5 minutes le revers de ces médailles vivantes. Puis il prononça la sentence. Elle retentit à mes oreilles comme le glas d'un arrêt mortel. « Tous ces cheveux, dit-il, seront coupés. » Mademoiselle Temple voulut faire une observation. « Madame, dit-il, j'ai à servir un maître dont le royaume n'est pas de ce monde. Ma mission est de mortifier dans ces jeunes filles les désirs de la chair, de leur apprendre à s'habiller modestement et simplement, et non pas à tresser leurs cheveux et à se parer de vêtements somptueux. Eh bien,
Chacune des enfants placées devant nous a arrangé ses longs cheveux en natte que la vanité elle-même semble avoir tressés. Oui, je le répète, tout ceci doit être coupé. Pensez au temps que nous avons déjà perdu. » Ici, M. Brocklehurst fut interrompu. 3 dames entrèrent dans la chambre. Elles auraient dû arriver un peu plus tôt pour entendre le sermon sur la parure, car elles étaient splendidement vêtues de velours, de soie et de fourrure. 2 d'entre elles, belles jeunes filles de 16 à 17 ans, portaient des chapeaux de castor ornés de plumes d'autruche, ce qui, à cette époque, était la grande mode. Une quantité de boucles légères et soigneusement peignées sortait de ces gracieuses coutures. La plus âgée de ces dames était enveloppée dans un magnifique châle de velours bordé d'hermine. Elle portait un faux tour de boucles à la française. Ces dames, qui n'étaient autres que madame et mesdemoiselles Brocklehurst, furent reçues avec respect par mademoiselle Temple. On les conduisit au bout de la chambre à des places d'honneur. Il paraît qu'elles étaient venues dans la voiture avec M. Brocklehurst et qu'elles avaient scrupuleusement examiné les chambres de l'étage supérieur, pendant que M. Brocklehurst faisait ses comptes avec la femme de charge, questionnait la blanchisseuse et forçait la directrice à écouter ses sermons. Pour le moment, elles adressaient quelques observations et quelques reproches à madame Smith, qui était chargée de l'entretien du linge et de l'inspection des dortoirs. Mais je n'eus pas le temps de les écouter, mon attention ayant bientôt été détournée par autre chose. Jusque-là, tout en prêtant l'oreille à la conversation de M. Brocklehurst et de mademoiselle Temple, je n'avais pas négligé les précautions nécessaires à ma sûreté personnelle. Je pensais que tout irait bien si je pouvais éviter d'être aperçue. Dans ce but, je m'étais bien enfoncée sur mon banc, et faisant semblant d'être très occupée de mon addition, je m'étais arrangée de manière à cacher ma figure derrière mon ardoise. J'aurais sûrement échappé au regard si elle n'eût glissé de mes mains et ne fût tombée à terre avec grand bruit. Tous les yeux se dirigèrent de mon côté. Je compris que tout était perdu, et je rassemblai mes forces contre ce qui allait arriver. L'orage ne se fit pas attendre. « Une enfant sans soin, » dit M. Brocklehurst, puis il ajouta immédiatement. « Il me semble que c'est la nouvelle élève. Il ne faut pas que j'oublie ce que j'ai à dire sur son compte. » Et il s'écria, il me sembla du moins qu'il parlait très haut. « Faites venir l'enfant qui a brisé son ardoise. » Seule, je n'aurais pu bouger. J'étais paralysée. Mais 2 grandes filles qui étaient à côté de moi me forcèrent à me lever et me poussèrent vers le juge redouté. Mademoiselle Temple m'aida doucement à venir jusqu'à lui et murmura à mon oreille. « Ne soyez pas effrayée, Jeanne. J'ai vu que c'était un accident et vous ne serez pas punie. » Ces bonnes paroles me frappèrent au cœur comme un aiguillon. Dans une minute, elle me méprisera et verra en moi une hypocrite, pensai-je. Et alors, un sentiment de rage contre madame Reed et M. Brocklehurst alluma mon sang. Je n'étais pas une Hélène Burns. « Avancez cette chaise, » dit M. Brocklehurst, en indiquant un siège très élevé d'où venait de descendre une monitrice. On la porta. « Placez-y l'enfant, » continua-t-il. J'y fus placée. Par qui? C'est ce que je ne puis dire. Je m'aperçus seulement qu'on m'avait hissée à la hauteur du nez de M. Brocklehurst. Des pelisses en soie pourpre, un nuage de plumes argentées, s'étendaient et se balançaient au-dessous de mes pieds. « Mesdames, » dit M. Brocklehurst, en se tournant vers sa famille. « Mademoiselle Temple, maîtresse et élève. Vous voyez toute cette petite fille. » Sans doute, elles me voyaient toutes. Leurs regards étaient pour moi comme des miroirs ardents sur ma figure brûlante. « Vous voyez qu'elle est jeune encore. Son extérieur est celui de l'enfance. Dieu lui a libéralement départi l'enveloppe qu'il accorde à tous. Aucune difformité n'indique en elle un être à part.
Qui croirait que l'esprit du mal a déjà trouvé en elle un serviteur et un agent? Et pourtant, chose triste à dire, c'est la vérité. Il s'arrêta. J'eus le temps de raffermir mes nerfs et de sentir ma rougeur disparaître. L'épreuve ne pouvait plus être évitée. J'étais décidé à la supporter avec courage. « Mes chers enfants, » continua le ministre, « c'est une bien malheureuse et bien triste chose, et il est de mon devoir de vous en avertir. Cette petite fille, qui aurait dû être un des agneaux de Dieu, est une réprouvée. Loin de demeurer membre du troupeau fidèle, ce n'est plus qu'une étrangère. Soyez sur vos gardes. Défiez-vous de son exemple. S'il est nécessaire, évitez sa compagnie. Éloignez-la de vos jeux. Ne l'introduisez pas dans vos conversations. Et vous, maîtresse, ayez les yeux sur tous ses mouvements. Pesez ses paroles, examinez ses actes, châtiez son corps afin de sauver son âme. Si toutefois la chose est possible. Car cet enfant, ma langue hésite à le dire, cet enfant, né dans un pays chrétien, est pire que les idolâtres qui adressent leurs prières à Brahma ou s'agenouillent devant Jagerno. Cet enfant est une menteuse. Il s'arrêta encore une dizaine de minutes, pendant lesquelles, étant en parfaite possession de moi-même, je pus voir sa femme et ses filles tirer des mouchoirs de leurs poches et les porter à leurs yeux. La plus âgée de ces dames inclinait sa tête, à droite et à gauche. Quant aux plus jeunes, elle murmurait sans cesse. « Quelle honte !» Monsieur Brocklehurst s'écria pour finir. « Toutes ces choses, je les ai apprises de sa bienfaitrice, de cette pieuse et charitable dame qui l'a adoptée alors qu'elle était une orpheline, qui l'a élevée avec ses propres filles. Et cette malheureuse enfant a payé sa bonté et sa générosité par une ingratitude si grande que l'excellente Madame Reed a été forcée de séparer Jeanne de ses enfants, dans la crainte de voir son exemple entacher leur pureté. Elle l'a envoyée ici pour la guérir, comme les Juifs envoyaient leurs malades au lac de Bethzéda. Directrice, maîtresse, je vous le demande encore, ne laissez pas les eaux croupir autour d'elle. » Après cette sublime conclusion, M. Brocklehurst attacha le dernier bouton de son pardessus et dit quelque chose tout bas à sa famille. Celle-ci se leva, salua Mademoiselle Temple et quitta cérémonieusement la salle d'études. Arrivé à la porte, mon juge se retourna et dit « Laissez-la encore une demi-heure sur cette chaise, et que personne ne lui parle pendant le reste du jour. » J'étais donc assise là-haut, moi qui avais déclaré ne jamais pouvoir supporter la honte d'être debout au milieu de la salle. Je me trouvais maintenant exposée à tous les regards sur ce piédestal de honte. Aucun langage ne peut exprimer mes sensations. Mais au moment où elle gonflait ma poitrine, une jeune fille passa à mes côtés. Elle leva les yeux sur moi. Quelle flamme étrange y brillait! Quelle impression extraordinaire me produisit leur lumineux regard! Je me sentis plus forte. C'était un héros, un martyr, qui, passant devant une victime ou une esclave, lui communiquait sa force. Je me rendis maîtresse de la haine qui me montait au cœur. Je levai la tête et je me tins ferme sur ma chaise. Hélène Burns fit à mademoiselle Smith une question sur son travail. Elle fut grondée pour avoir demandé une chose aussi simple, et, en s'en retournant à sa place, elle me sourit de nouveau. Quel sourire! Je me le rappelle maintenant. C'était la marque d'une belle intelligence et d'un vrai courage. Il éclaira ses traits accentués, sa figure amaigrie, ses yeux abattus,
comme l'aurait fait le regard d'un ange. Et pourtant, Hélène Burns portait au bras un écriteau où on lisait ces mots « Enfant désordonné ». 1 heure auparavant, j'avais entendu mademoiselle Scatcherd la condamner au pain et à l'eau pour avoir taché un exemple d'écriture en le copiant. Chapitre 8. Avant que ma demi-heure de pénitence fût écoulée, j'entendis sonner 5 heures. On cessa le travail, et tout le monde se rendit au réfectoire pour prendre le café. Je me hasardai à descendre. Il faisait nuit close. Je me glissai dans un coin, et je m'assis sur le parquet. Le charme qui m'avait soutenu jusqu'alors était sur le point de se rompre. La réaction commença, et le chagrin qui s'empara de moi était si accablant que je m'affaissai sans force, la figure tournée vers la terre. Je me mis à pleurer. Hélène Burns n'était pas là. Rien ne venait à mon secours. Laissé seul, je m'abandonnais moi-même, et je versais des larmes abondantes. En arrivant à Lowood, j'étais décidée à être si bonne, à faire tant d'efforts, à me concilier tant d'amis, à obtenir le respect et à mériter l'affection. J'avais déjà fait des progrès visibles. Le matin même, on m'avait placée à la tête de ma classe. Mademoiselle Miller m'avait chaudement complimentée. Mademoiselle Temple m'avait accordé un sourire approbateur et s'était engagée à m'enseigner le dessin et à me faire apprendre le français si mes progrès continuaient pendant 2 mois. J'étais aimée de mes compagnes. Celles de mon âge me traitaient en égale. Les grandes ne me tracassaient pas. Et maintenant, j'allais être jetée à terre de nouveau, être foulée aux pieds sans savoir si je pourrais jamais me relever. Non, je ne le pourrais pas, pensai-je en moi-même, et je me mis à désirer sincèrement la mort. Comme je murmurais ce souhait au milieu de mes sanglots, quelqu'un s'approcha. Je tressaillis. Hélène Burns était près de moi. La flamme du foyer me l'avait montré traversant la longue chambre déserte. Elle m'apportait mon pain et mon café. « Mangez quelque chose, me dit-elle. Mais je repoussai ce qu'elle m'avait offert, sentant que, dans la situation où je me trouvais, une goutte de café ou une miette de pain me ferait mal. Hélène me regarda probablement avec surprise. Quels que fussent mes efforts, je ne pouvais pas faire cesser mon agitation. Je continuais à pleurer tout haut. Elle s'assit près de moi, tenant ses genoux entre ses bras et y appuyant sa tête. Mais elle demeurait silencieuse comme une indienne. Je fus la première à parler. « Hélène, dis-je, pourquoi restez-vous avec une enfant que tout le monde considère comme une menteuse ?»« Tout le monde, Jane ? À peine 80 personnes vous ont entendu donner ce titre, et le monde en contient des centaines de millions. Que m'importent ces millions ? Les 80 que je connais me méprisent. Jane, vous vous trompez. Il est probable que pas une des élèves ne vous méprise, ni ne vous hait, et beaucoup vous plaignent, j'en suis sûre. Comment peuvent-elles me plaindre après ce qu'a dit M. Brocklehurst ? M. Brocklehurst n'est pas un dieu. Ce n'est pas un homme en qui l'on ait confiance. Personne ne l'aime ici, car il n'a jamais rien fait pour gagner notre affection. S'il vous eût accordé des faveurs spéciales, vous auriez sans doute trouvé tout autour de vous des ennemis, soit déclarés, soit secrètes. Mais, après tout ce qui s'est passé, presque toutes voudraient vous témoigner de la sympathie, si elles l'osaient. Maîtresses et élèves pourront vous regarder froidement pendant 1 jour ou 2, mais des sentiments amis sont cachés dans leur cœur et paraîtront bientôt, d'autant qu'ils auront été comprimés pendant quelque temps.
Et d'ailleurs, Jane. Elle s'arrêta. Eh bien, Hélène, dis-je, en mettant mes mains dans les siennes. Elle prit doucement mes doigts pour les réchauffer et continua. Si le monde entier vous haïssait et vous croyait coupable, mais que votre conscience vous approuva, et qu'en interrogeant votre cœur, il vous parut pur de toute faute, Jeanne, vous ne seriez pas sans amis. Je le sais, mais ce n'est point assez pour moi. Si les autres ne m'aiment pas, je préfère mourir plutôt que de vivre ainsi. Je ne puis pas accepter d'être seule et détestée. Hélène, voyez, pour obtenir une véritable affection de vous, de mademoiselle Temple et de tous ceux que j'aime sincèrement, je consentirais à avoir le bras brisé, à être roulée à terre par un taureau, ou à me tenir debout derrière un cheval furieux qui m'enverrait son sabot dans la poitrine. Silence, Jane. Vous placez trop haut l'amour des hommes. Vous êtes trop impressionnable, trop ardente. La main souveraine qui a créé votre corps et y a envoyé le souffle de vie a placé pour vous des ressources en dehors de vous-même et des créatures faibles comme vous. Au-delà de cette terre, il y a un royaume invisible. Au-dessus de ce monde, habité par les hommes, il y en a un habité par les esprits. Et ce monde rayonne autour de nous. Il est partout. Et ces esprits veillent sur nous, car ils ont mission de nous garder. Et si nous mourrons dans la souffrance et dans la honte, si nous avons été accablés par le mépris, abattus par la haine, les anges voient notre torture et nous reconnaissent innocents, si toutefois nous le sommes. Et je sais que vous êtes innocente de ces fautes dont M. Brocklehurst vous a lâchement accusé, d'après ce qui lui avait été dit par Madame Reed, car j'ai reconnu une nature sincère dans vos yeux ardents et sur votre front pur. Dieu, qui attend la séparation de notre chair et de notre esprit, nous couronnera après la mort. Il nous accordera une pleine récompense. Pourquoi nous laisserions-nous abattre par le malheur, puisque la vie est si courte et que la mort est le commencement certain de la gloire et du bonheur? J'étais silencieuse. Hélène m'avait calmée. Mais dans cette tranquillité qu'elle m'avait communiquée, il y avait un mélange d'inexprimable tristesse. J'éprouvais une impression douloureuse à mesure qu'elle parlait, mais je ne pouvais dire d'où cela venait. Quand elle eut fini de parler, sa respiration devint plus rapide, et une petite toux sèche sortit de sa poitrine. J'oubliais alors pour un moment mes chagrins, et je me laissais aller à une vague inquiétude. Inclinant ma tête sur l'épaule d'Hélène, je passai mon bras autour de sa taille. Elle m'approcha d'elle, et nous restâmes ainsi en silence. Une autre personne entra dans la salle. Le vent, qui avait écarté quelques nuages épais, avait laissé la lune à découvert, et ses rayons, en frappant directement sur une fenêtre voisine, nous éclairèrent en plein, ainsi que la personne qui s'avançait. C'était mademoiselle Temple. « Je venais vous chercher, Jane, dit-elle. J'ai à vous parler, dans ma chambre. Et, puisqu'Hélène est avec vous, elle peut venir aussi. » Nous nous levâmes pour suivre la directrice. Il nous fallut traverser plusieurs passages et monter un escalier avant d'arriver à son appartement. Il me parut gai. Il était éclairé par un bon feu. Mademoiselle Temple dit à Hélène de s'asseoir dans un petit fauteuil d'un côté du foyer, et en ayant pris un autre elle-même, elle m'engagea à me placer à ses côtés. « Êtes-vous consolée ?» me demanda-t-elle, en me regardant en face. « Avez-vous assez pleuré vos chagrins ?»« Je crains de ne jamais pouvoir me consoler. »« Pourquoi ?»« Parce que j'ai été accusée injustement.
parce que tout le monde, et vous-même, madame, vous me croyez bien coupable. Nous croirons ce que nous verrons, et nous formerons notre opinion d'après vos actes, mon enfant. Continuez à être bonne, et vous me contenterez. Est-ce bien vrai, mademoiselle Temple? Oui, me répondit-elle en passant son bras autour de moi. Et maintenant, dites-moi, quelle est cette dame que M. Brocklehurst appelle votre bienfaitrice? C'est madame Reed, la femme de mon oncle. Mon oncle est mort et m'a laissé à ses soins. Elle ne vous a donc pas librement adopté? Non, madame Reed en était fâchée, mais mon oncle, à ce que m'ont souvent répété les domestiques, lui avait fait promettre en mourant de me garder toujours près d'elle. Eh bien, Jane, vous savez, ou, si vous ne le savez pas, je vous apprendrai que lorsqu'un criminel est accusé, on lui permet toujours de prendre la parole pour sa défense. Vous avez été chargé d'une faute qui n'est pas la vôtre. Défendez-vous aussi bien que vous le pourrez. Dites tout ce que vous offrira votre mémoire. Mais n'ajoutez rien, n'exagérez rien. Je résolus, au fond de mon cœur, d'être modéré et exact. Et, après avoir réfléchi quelques minutes pour mettre de l'ordre dans ce que j'avais à dire, je me mis à raconter toute l'histoire de ma triste enfance. J'étais épuisé par l'émotion, aussi mes paroles furent-elles plus douces qu'elles ne l'étaient d'ordinaire lorsque j'abordais ce sujet douloureux. Me rappelant ce qu'Hélène m'avait dit sur l'indulgence, je mis dans mon récit bien moins de fiel que je n'en mettais d'habitude. Raconté ainsi, il était plus vraisemblable, et, à mesure que j'avançais, je sentais que mademoiselle Temple me croyait entièrement. Dans le courant de mon récit, j'avais parlé de M. Lloyd, comme étant venu me voir après mon accès, car je n'avais point oublié le terrible épisode de la chambre rouge. J'avais même craint qu'en le racontant, mon irritation ne me fît dépasser en quelque sorte les justes limites. Rien ne pouvait, en effet, adoucir en moi le souvenir de cette douloureuse agonie qui s'était alors emparée de mon cœur, et je me rappelais toujours comment madame Reed avait dédaigné mes instantes supplications, et m'avait enfermé pour la seconde fois dans cette sombre chambre que je croyais hantée par un esprit. J'avais achevé. Mademoiselle Temple me regarda en silence pendant quelques minutes, puis elle me dit « Je connais Monsieur Lloyd, je lui écrirai. Si sa réponse s'accorde avec ce que vous avez dit, vous serez publiquement déchargé de toute accusation. Pour moi, Jane, dès à présent, je vous considère comme innocente. » Elle m'embrassa et me garda près d'elle. J'en fus heureuse, car je prenais un plaisir d'enfant à contempler sa figure, ses vêtements, ses bijoux, son front pur, ses cheveux brillants, ses yeux noirs qui rayonnaient. Se tournant alors vers Hélène, elle lui dit « Comment êtes-vous ce soir, Hélène? Avez-vous beaucoup toussé aujourd'hui? » « Pas tout à fait autant que de coutume, je crois, madame. »« Et comment vont vos douleurs de poitrine? » ?»« Un peu mieux. » Mademoiselle Temple se leva, prit la main d'Hélène et tâta son pouls. Puis elle retourna à sa place, et je l'entendis soupirer. Elle demeura pensive pendant quelques minutes, mais, sortant tout à coup de sa réflexion, elle nous dit gaiement « Vous êtes mes hôtes ce soir, et je veux vous traiter comme tels. » En disant ces mots, elle sonna. « Barbara, dit-elle à la servante qui entra, je n'ai pas encore eu mon thé. Apportez le plateau et donnez des tasses pour ces deux jeunes filles. » Le plateau fut apporté. Combien mes yeux furent charmés par ces tasses de porcelaine et cette théière placée sur une petite table ronde près du feu. Combien me semblèrent délicieux le parfum du thé
et l'odeur des tartines, dont à mon grand désappointement, car la faim commençait à se faire sentir, je n'aperçus qu'une très petite quantité. Mademoiselle Temple en fit aussi la remarque. « Barbara, dit-elle, ne pourriez-vous pas nous apporter un peu plus de pain et de beurre ? Il n'y en a pas assez pour 3. » La servante sortit et revint bientôt. « Mademoiselle, dit-elle, Madame Harden dit qu'elle a envoyé la quantité ordinaire. » Madame Harden était la femme de charge. Elle était taillée sur le même modèle que M. Brocklehurst. Elle semblait faite de la même chair et des mêmes os. « Oh, très bien, répondit mademoiselle Temple. Nous nous en passerons, alors. » Au moment où la servante s'en allait, elle ajouta en souriant. « Heureusement que, pour cette fois, j'ai de quoi suppléer à ce qui manque. » Elle invita Hélène et moi à nous approcher de la table et plaça devant chacune de nous une tasse de thé et une délicieuse mais petite tartine de beurre. Puis elle se leva, ouvrit un tiroir et en tira un paquet enveloppé de papier. Un pain d'épices d'une majestueuse grandeur s'offrit à nos regards. « J'aurais voulu vous en donner à chacune un morceau pour l'emporter, dit-elle. Mais, puisque nous n'avons pas assez de pain et de beurre, il faudra bien le manger maintenant. » Et sa main généreuse nous en coupa de grosses tranches. Ce soir-là, il nous sembla que nous étions nourris de nectar et d'ambroisie. Le sourire de satisfaction avec lequel mademoiselle Temple nous regardait pendant que nous apaisions nos appétits voraces sur le mets délicat qu'elle nous avait libéralement réparti ne fut pas la moindre de nos joies. Le thé achevé et le plateau enlevé, elle nous rappela près du feu. Chacune de nous fut placée à ses côtés, et une conversation s'engagea entre elle et Hélène. Ce n'était pas un petit privilège que d'être admise à l'entendre. Mademoiselle Temple avait toujours quelque chose de serein dans son apparence, de noble dans son maintien. On trouvait dans son langage cette exactitude épurée qui prévient l'exagération ou la passion. Ceux qui la regardaient ou l'écoutaient éprouvaient non seulement un vif plaisir, mais aussi un profond respect. Ce fut ce qui m'arriva. Quant à Hélène, elle me frappa d'admiration. Le repas confortable, le foyer réjouissant, la présence et la bonté de son institutrice aimée, ou plutôt quelque chose qui se passa dans cette âme privilégiée, réveilla toutes les puissances de son être. Elles s'allumèrent et commencèrent par animer d'une teinte brillante ses joues, qui jusque-là avaient toujours été pâles et privées de sang. Puis elles vinrent éclairer ses yeux, leur donner un doux rayonnement, et ils acquirent tout à coup une beauté plus originale que celle de mademoiselle Temple. Une beauté qui n'était produite ni par une riche couleur, ni par de longs cils ou des sourcils bien dessinés, mais par la force de la pensée et la splendeur de l'âme. Cette âme était là sur ses lèvres, et les paroles coulaient de je ne sais quelle source mystérieuse. Une jeune fille de 14 ans a-t-elle un cœur assez grand, assez vigoureux pour renfermer la source sans cesse agitée d'une éloquence pure, pleine et fervente? Tel fut le sujet de la conversation d'Hélène pendant toute cette soirée dont je ne perdrai jamais le souvenir. Son esprit semblait vouloir vivre autant dans un court espace que les autres durant une longue existence. Mademoiselle Temple et Hélène parlèrent de choses qui m'étaient étrangères, des peuples et des temps passés, des contrées éloignées, des secrets de la nature découverts ou devinés. Elles parlèrent de différents livres. Combien elles en avaient lu! Que de connaissances elles possédaient! Les noms des auteurs français leur semblaient familiers. Mais mon étonnement fut au comble quand mademoiselle Temple demanda à Hélène si elle trouvait quelquefois un moment pour repasser le latin que son père lui avait enseigné, et, prenant un livre dans sa bibliothèque,
elle lui dit de lire et de traduire une page de Virgile. Hélène obéit, et mon admiration croissait à chaque ligne. Au moment où elle finissait, la cloche annonça qu'il était temps de se coucher. Nous ne pouvions donc plus rester. Mademoiselle Temple nous embrassa, et nous pressant sur son cœur, elle nous dit « Dieu vous bénisse, mes enfants. » Elle retint Hélène pressée contre elle un peu plus longtemps que moi. Elle la laissa partir plus difficilement. Ce fut Hélène que son œil suivit. Ce fut pour elle qu'elle soupira tristement une seconde fois et qu'elle essuya une larme. En atteignant le dortoir, nous entendîmes la voix de mademoiselle Scatcherd. Elle examinait les tiroirs. Elle était justement à celui d'Hélène Burns, et, en entrant, celle-ci fut vivement réprimandée. On lui déclara que le lendemain, on lui attacherait à l'épaule une demi-douzaine d'objets dépliés. « Il est bien vrai que mes tiroirs étaient dans un désordre honteux, » me dit tout bas Hélène. « J'avais l'intention de les ranger et je l'ai oublié. » Le lendemain matin, mademoiselle Scatcherd écrivit en gros caractères sur un morceau de carton ce mot « désordonné ». Puis elle l'attacha sur le front d'Hélène, sur ce front bon, élevé, doux, intelligent. Jusqu'au soir, la jeune fille supporta son châtiment avec patience et sans avoir un seul instant conçu de ressentiment, car elle le considérait comme une punition méritée. Au moment où mademoiselle Scatcherd s'en alla, après la classe du soir, je courus à Hélène, je lui arrachai du front ce papier et je le jetai au feu. Cette rage, dont Hélène était incapable, avait dévoré mon âme pendant tout le jour, et des larmes brûlantes avaient coulé le long de mes joues. La vue de cette triste résignation m'avait mis au cœur une souffrance intolérable. Une semaine environ après ce que je viens de raconter, mademoiselle Temple, qui avait écrit à monsieur Lloyd, recevait une réponse. Il paraît que son récit s'accordait avec le mien. Mademoiselle Temple, ayant donc rassemblé toute l'école, déclara qu'elle avait pris des informations sur les fautes dont Jane Eyre avait été accusée par monsieur Brocklehurst, et qu'elle se trouvait heureuse de la déclarer innocente. Les maîtresses me donnèrent des poignées de main et m'embrassèrent. Un murmure de plaisir se fit entendre parmi mes compagnes. Délivrée d'un poids aussi accablant, je pris dès lors la résolution de me mettre à l'œuvre et de me frayer un chemin au milieu de toutes les difficultés. Je travaillais courageusement et mes succès furent proportionnés à mes efforts. Ma mémoire, qui n'était pas naturellement très bonne, s'améliora par la pratique. L'exercice aiguisa mon esprit. Au bout de quelques semaines, je fus placé dans une classe supérieure. Et je n'étais pas à Lowood depuis 2 mois lorsqu'on me permit de commencer le français et le dessin. Le même jour, j'appris les 2 premiers temps du verbe être, et je dessinais ma première ferme, dont, par parenthèse, les murs étaient encore plus inclinés que ceux de la fameuse tour penchée à Pise. Ce soir-là, en allant me coucher, j'oubliais de me servir en imagination le souper de pommes de terre toutes chaudes, de pain blanc et de lait nouvellement tiré, comme j'avais l'habitude de le faire pour apaiser mon estomac affamé. Je me contentais, pour tout repas, de regarder 1000 gravures idéales qui se présentaient à mes yeux dans l'obscurité. Je me figurais qu'elles étaient toutes mon ouvrage. Je voyais des maisons, des arbres, des rochers et des ruines pittoresques, des groupes de châteaux, de belles peintures représentant des papillons qui voltigeaient sur des roses en bouton, des oiseaux becquetant les cerises mûres, ou bien un nid de petits rouges-gorges, recouverts par des branches de lierre. Je pensais aussi au jour où je serais capable de traduire couramment un certain petit livre français que madame Pierrot m'avait montré. Je m'endormis avant d'avoir résolu ce problème d'une manière satisfaisante. Salomon a bien raison de dire « Mieux vaut un dîner d'herbe et l'amour
qu'un bœuf à l'écurie et la haine. Je n'aurais pas changé Lowood et toutes ses privations pour Gateshead et son luxe. Chapitre 9. Les privations, ou plutôt les souffrances que nous avions endurées jusque-là, diminuaient. Le printemps allait revenir. Il était presque arrivé. Les gelées avaient cessé. Les neiges étaient fondues. Les vents froids soufflaient moins fort. Mes pauvres pieds, que l'air glacial de janvier avait meurtri et enflés au point de gêner ma marche, commençaient à guérir sous l'influence des brises d'avril. Les nuits et les matinées, renonçant à une température digne du Canada, ne glaçaient plus le sang dans nos veines. Les récréations passées dans le jardin devenaient supportables. Quelquefois même, lorsque le soleil brillait, elles étaient douces et agréables. La verdure perçait sur ces massifs sombres qui, s'égayant chaque jour, faisaient croire que l'espérance les traversait la nuit et laissait chaque matin des traces plus brillantes de son passage. Les fleurs commençaient à se mélanger aux feuilles. On voyait boutonner les violiers d'hiver, les crocus, les oreilles d'ours couleur de pourpre et les pensées aux yeux dorés. Les jeudis, comme nous avions demi-congé, nous allions nous promener, et nous trouvions des fleurs encore plus belles, écloses sous les haies vives. Je m'aperçus aussi, à mon grand contentement, que le hasard nous avait réservé une jouissance qui n'était limitée que par l'horizon. Au-delà de ces hautes murailles surmontées de pointes de fer qui gardaient notre demeure, s'étendait un plateau riche en verdure et en ombrage, et qu'encadrait une chaîne de sommets élevés. Au milieu coulait un ruisseau où se disputaient les pierres noires et les remous étincelants. Combien cet aspect m'avait paru différent sous un ciel d'hiver, alors que tout était roidi par la gelée ou enseveli sous la neige, alors que des brouillards aussi froids que la mort et poussés par des vents d'est venaient errer au-dessus de ces sommets empourprés, puis se glissaient le long des chênes verts pour se réunir enfin aux brumes glacées qui se balançaient au-dessus du ruisseau. Ce ruisseau lui-même était dans cette saison un torrent bourbeux et sans frein. Il séparait le bois en deux parties et faisait entendre un grondement furieux à travers l'atmosphère souvent épaissie par une pluie violente ou par des tourbillons de grêle. Quant à la forêt, pendant l'hiver, son contour n'offrait au regard qu'une rangée de squelettes. Le mois d'avril touchait à sa fin, et mai approchait, brillant et serein. Chaque jour, c'était un ciel bleu, de doux rayons de soleil, des brises légères envoyaient l'Occident et le Nord. La végétation poussait avec force. Tout verdissait, tout était couvert de fleurs. La nature rendait la vie et la majesté aux chênes, aux hêtres, aux ormeaux. Et les arbres et les plantes venaient envahir chaque recoin. Les fossés étaient remplis de mousses variées, et une pluie de primes verts égayait le sol. Je voyais leur pâle éclat répandre une douce lueur sur les lieux ombragés. Je sentais pleinement toutes ces choses. J'en jouissais souvent et librement, mais presque toujours seul. J'avais donc enfin une raison pour désirer cette liberté toute nouvelle pour moi, et que je devais obtenir par mes efforts. N'ai-je pas fait de Lowood une belle habitation, quand je l'ai dépeinte entourée de bois et de montagnes et placée sur le bord d'une rivière? Sans doute le site était beau, mais était-il sain? C'est là une autre question. La vallée boisée où était situé Lowood était le berceau de ces brouillards qui engendrent les épidémies. Avec le printemps, les brumes revinrent, s'introduisirent dans l'asile des orphelines, et leur haleine répandit le typhus dans les dortoirs et dans les salles d'études. Aussi, avant le commencement de mai, l'école fut-elle transformée en hôpital. Une mauvaise nourriture et des refroidissements négligés avaient disposé une partie des élèves à subir la contagion. 45 sur 80 furent frappés en même temps. On interrompit les classes. La discipline cessa d'être observée. Celle des élèves, qui continuaient à se bien porter,
obtinrent une liberté entière, parce que le médecin insistait sur la nécessité d'un exercice fréquent et que, d'ailleurs, personne n'avait le temps de nous surveiller. Mademoiselle Temple était entièrement absorbée par les malades. Elle passait ses jours à l'infirmerie et ne la quittait que pour prendre quelques heures de repos. Les maîtresses employaient tout leur temps à emballer et à faire les préparatifs de départ pour les élèves privilégiés qui avaient des parents ou des amis disposés à leur faire quitter ce centre de contagion. Plusieurs déjà atteintes n'étaient arrivées chez elles que pour mourir. D'autres rendirent le dernier soupir à Lowood et furent enterrées rapidement et en silence, la nature de l'épidémie rendant tout délai dangereux. La maladie semblait avoir établi sa demeure à Lowood, et la mort y répétait ses visites assidues. Des chambres et des couloirs sortaient des émanations semblables à celles d'un hôpital. On s'efforçait en vain de combattre la contagion par des remèdes. Cependant, le joyeux mois de mai brillait sans nuages au-dessus de ces montagnes à l'aspect pittoresque et de ce beau pays tout couvert de bois. Les jardins étaient resplendissants de fleurs, les buissons de houx avaient atteint la hauteur des arbres, les lys étaient éclos et les roses venaient de s'épanouir. Les plates-bandes de nos petits massifs étaient égayées par le trèfle rose et la marguerite double. Matin et soir, l'églantier odoriférant répandait son parfum semblable à celui des épices et de la pomme. Mais tous ces trésors s'étalaient en vain pour la plupart des jeunes filles de Lowood. Quelquefois seulement on venait cueillir un petit bouquet d'herbes et de fleurs destiné à orner un cercueil. Quant à moi, et à toutes celles dont la santé s'était maintenue, nous jouissions pleinement des beautés du lieu et de la saison. Depuis le matin jusqu'au soir, on nous laissait courir dans les bois comme des bohémiennes. Nous agissions à notre fantaisie, nous allions où nous poussait le caprice. Puis notre régime était meilleur que jadis. Monsieur Brocklehurst et sa famille n'approchaient plus de Lowood. Toute inspection avait cessé. Effrayée de l'épidémie, l'avare femme de charge était partie. Celle qui la remplaçait avait été employée au dispensaire de Lawton, et, ne connaissant pas les habitudes de sa nouvelle place, elle distribuait les aliments avec plus de libéralité. Il y avait d'ailleurs moins de monde à nourrir. Les malades mangeaient peu, de sorte que nos plats se trouvaient plus copieux. Lorsqu'on n'avait pas le temps de préparer le dîner, ce qui arrivait souvent, on nous donnait un gros morceau de pâté froid ou une épaisse tartine de pain et de fromage. Nous emportions alors notre repas dans les bois, où nous choisissions l'endroit qui nous plaisait le mieux, et nous dînions somptueusement sur l'herbe. Ma place favorite était une pierre large et unie qui dominait le ruisseau. On ne pouvait y arriver qu'en traversant l'eau, trajet que je faisais toujours nu-pieds. Cette pierre était juste assez large pour qu'on pût commodément s'y asseoir à deux. Je m'y rendais avec une autre enfant. À cette époque, ma compagne favorite était Marianne Wilson, petite personne fine et observatrice, dont la compagnie me plaisait, tant à cause de son esprit et de son originalité qu'à cause de ses manières qui me mettaient à l'aise. Plus âgée que moi de quelques années, elle connaissait mieux le monde et pouvait me raconter des choses que j'aimais à entendre. Près d'elle, ma curiosité était satisfaite. Elle était indulgente pour tous mes défauts et ne cherchait jamais à mettre un frein à mes paroles. Elle avait un penchant pour le récit, moi pour l'analyse. Elle aimait à donner des détails, moi à en demander. Nous nous convenions donc très bien, et nous tirions de nos conversations mutuelles, sinon beaucoup d'utilité, du moins beaucoup de plaisir. Mais, pendant ce temps, que devenait Helen Burns ? Pourquoi ne pouvais-je pas passer avec elle ces douces journées de liberté ? L'avais-je oubliée ? Ou étais-je assez indigne d'elle pour m'être fatigué de sa noble intimité ? Certes, Marianne Wilson était inférieure à ma première amie. Elle pouvait me raconter des histoires amusantes, contenter ma curiosité par des commérages piquants que je désirais savoir. Mais le propre d'Hélène était de donner à ceux qui avaient le bonheur de causer avec elle
l'aspiration vers les choses élevées. Lecteur, je savais et je sentais tout cela, et, quoique j'ai bien des défauts et peu de qualités pour les racheter, je ne me suis pourtant jamais fatigué d'Hélène. Je n'ai jamais cessé d'avoir pour elle un attachement fort, tendre et respectueux, autant que le pouvait mon cœur. Et comment en eût-il été autrement, quand Hélène en tout temps, dans toutes circonstances, m'avait montré une amitié calme et fidèle, que la mauvaise humeur n'avait jamais ternie, que l'irritation n'avait jamais troublée. Mais Hélène était malade. Depuis quelques semaines, on l'avait séparée de nous, et je ne savais point dans quelle chambre elle avait été transportée. Elle n'habitait pas dans l'infirmerie avec les élèves malades de l'épidémie, car elle n'était point attaquée du typhus, mais d'une maladie de poitrine, et dans mon ignorance je regardais cette maladie comme une souffrance douce et lente que le temps et les soins devaient sûrement faire disparaître. Je fus confirmé dans cette idée en la voyant descendre 2 ou 3 fois par des journées très chaudes. Elle était conduite au jardin par mademoiselle Temple, mais on ne me permettait pas d'aller lui parler. Je ne pouvais la voir qu'à travers la fenêtre de la salle d'études, et encore très vaguement, car elle était enveloppée d'un châle, et elle allait se placer à distance sous la galerie. Un soir, au commencement de juin, j'étais resté très tard dans les bois avec Marianne. Comme de coutume, après nous être séparés des autres, nous nous étions mis à errer au loin, mais si loin, cette fois, que nous nous étions perdus, et que nous avions été obligés de demander notre chemin à un homme et à une femme qui faisaient paître dans la forêt un troupeau de porcs à demi sauvages. Lorsque nous arrivâmes, la lune était levée. Un cheval que nous reconnûmes pour être celui du médecin était attaché à la porte du jardin. Marianne me fit observer qu'il devait y avoir quelqu'un de très malade pour qu'on fût allé chercher M. Bates à une pareille heure, et elle retourna à la maison. Moi, je restai encore quelques minutes pour planter dans mon jardin une poignée de racines que je rapportais de la forêt et que je craignais de voir se faner en les laissant hors de terre jusqu'au lendemain. Ce travail achevé, je ne rentrais pas encore. La rosée donnait un doux parfum aux fleurs, la soirée était sereine et chaude, l'Orient empourpré promettait un beau lendemain. À l'Occident, la lune se levait majestueuse. Je remarquais toutes ces choses, et j'en jouissais comme un enfant peut en jouir. Mon esprit s'arrêta sur une pensée qui jusqu'alors ne l'avait jamais préoccupé. « Combien il est pénible, me dis-je, d'être étendu maintenant sur un lit de douleur et de se trouver en danger de mort. Ce monde est beau, et il est triste d'en être arraché pour aller, qui sait où. » Alors mon intelligence fit son premier effort sérieux pour comprendre ce qui lui avait été enseigné sur le ciel et sur l'enfer, et pour la première fois, elle recula, effrayée. Et pour la première fois, regardant en avant et en arrière, elle se vit entourée d'un abîme sans fond. Elle se sentait et ne comprenait qu'une chose, le présent. Le reste n'était qu'un nuage informe, un gouffre vide, et elle tressaillait à l'idée de se trouver plongée au milieu de ce chaos. J'étais abîmée dans ces réflexions lorsque j'entendis ouvrir la grande porte. M. Bates sortit avec la garde-malade. Lorsque celle-ci se fut assurée que le médecin était monté sur son cheval et reparti, elle se prépara à fermer la porte, mais je courus vers elle. « Comment va Hélène Burns ?» demandai-je. « Très mal, » répondit-elle. « Est-ce elle que M. Bates est venu voir ?»« Oui. »« Et que dit-il ?»« Il dit qu'elle ne restera plus longtemps ici. » Si j'avais entendu cette phrase la veille, j'aurais cru qu'Hélène allait retourner dans le Northumberland, chez son père, et je n'aurais pas supposé une mort prochaine. Mais ce jour-là, je compris tout de suite. Je vis clairement qu'Hélène comptait ses derniers jours, qu'elle allait quitter ce monde pour être transportée dans la région des esprits,
si toutefois cette région existe. Mon premier sentiment fut l'effroi. Ensuite, mon cœur fut serré par une violente douleur. Enfin, j'éprouvai le désir, le besoin de la voir. Je demandai dans quelle chambre elle était. « Elle est dans la chambre de mademoiselle Temple », me dit la garde. « Puis-je monter lui parler ?»« Oh non, enfant, cela n'est pas probable. Et puis, il est temps de rentrer. Vous prendrez la fièvre si vous restez dehors quand la rosée tombe. » La garde ferma, et je rentrai par une porte latérale qui conduisait à la salle d'études. Il était juste temps. 9 heures venaient de sonner, et mademoiselle Miller appelait les élèves pour se coucher. 2 heures se passèrent. Il devait être à peu près 11 heures. Je n'avais pu m'endormir. Jugeant d'après le silence complet du dortoir que toutes mes compagnes étaient plongées dans un profond sommeil, je me levai, je passai ma robe et je sortis nu-pieds de l'appartement. Je me mis à chercher la chambre de mademoiselle Temple. Elle était à l'autre bout de la maison. Je connaissais le chemin, et la lumière de la lune, entrant par les fenêtres, me le fit trouver sans peine. Une odeur de camphre et de vinaigre brûlé m'avertit que je me trouvais près de l'infirmerie. Je passai rapidement, dans la crainte d'être entendu par la garde qui veillait toute la nuit. J'avais peur d'être aperçu et renvoyé dans mon lit, car il fallait que je visse Hélène. J'étais décidé à la serrer dans mes bras avant sa mort, à lui donner un dernier baiser, à échanger avec elle une dernière parole. Après avoir descendu un escalier, traversé une portion de la maison et réussi à ouvrir 2 portes sans être entendu, j'atteignis un autre escalier. Je le montai. Juste en face de moi se trouvait la chambre de mademoiselle Temple. On voyait briller la lumière par le trou de la serrure et sous la porte. Tout y était silencieux. En m'approchant, je m'aperçus que la porte était entr'ouverte, probablement pour permettre à l'air du dehors d'entrer dans ce refuge de la maladie. Impatiente et peu disposée à l'hésitation, car une douloureuse angoisse s'était emparée de mon âme et de mes sens, je poussai la porte et je regardai dans la chambre. Mes yeux cherchaient Hélène et craignaient de trouver la mort. Près de la couche de mademoiselle Temple et à moitié recouvert par ses rideaux blancs se trouvait un petit lit. Je vis la forme d'un corps se dessiner sous les couvertures, mais la figure était cachée par les rideaux. La garde à laquelle j'avais parlé dans le jardin s'était endormie sur un fauteuil. Une chandelle qu'on avait oublié de moucher brûlait sur la table. Mademoiselle Temple n'y était pas. Je sus plus tard qu'elle avait été appelée près d'une jeune fille à l'agonie. Je fis quelques pas et je m'arrêtai devant le lit. Ma main était posée sur le rideau, mais je préférais parler avant de le tirer, car j'avais peur de ne trouver qu'un cadavre. « Hélène, murmurai-je doucement, êtes-vous éveillée ?» Elle se souleva, écarta le rideau, et je vis sa figure pâle, amaigrie, mais parfaitement calme. Elle me parut si peu changée que mes craintes cessèrent immédiatement. « Est-ce bien vous, Jane ?» me demanda-t-elle de sa douce voix. « Oh, pensai-je, elle ne va pas mourir, il se trompe, car s'il en était ainsi, sa parole et son regard ne seraient pas aussi calmes. » Je m'avançai vers son petit lit et l'embrassai. Son front, ses joues, ses mains, tout son corps enfin était froid, mais elle souriait comme jadis. « Pourquoi êtes-vous venue ici, Jane ? Il est 11 heures passées. Je les ai entendus sonner il y a quelques instants. »« J'étais venue vous voir, Hélène. On m'avait dit que vous étiez très malade. Je n'ai pas pu m'endormir avant de vous avoir parlé. »« Vous venez alors pour me dire adieu. Vous arrivez bien à temps. »« Allez-vous quelque part, Hélène ? Retournez-vous dans votre demeure ? » ?»« Oui, dans ma dernière, dans mon éternelle demeure. »« Oh non, Hélène !» Je m'arrêtai ému. Pendant que je cherchais à dévorer mes larmes,
Hélène fut prise d'un accès de toux, et pourtant la garde ne s'éveilla pas. L'accès fini, Hélène resta quelques minutes épuisée. Puis elle murmura. « Jane, vos petits pieds sont nus. Venez coucher avec moi et cachez-vous sous ma couverture. » J'obéis. Elle passa son bras autour de moi et m'attira tout près d'elle. Après un long silence, elle me dit, toujours très bas. « Je suis très heureuse, Jane. Quand on vous dira que je suis morte, croyez-le et ne vous affligez pas. Il n'y a là rien de triste. Nous devons tous mourir un jour, et la maladie qui m'enlève à la terre n'est point douloureuse. Elle est douce et lente. Mon esprit est en repos. Personne ici-bas ne me regrettera beaucoup. Je n'ai que mon père. Il s'est remarié dernièrement, et ma mort ne sera pas un grand vide pour lui. En mourant jeune, j'échappe à de grandes souffrances. Je n'ai pas les qualités et les talents nécessaires pour me frayer aisément une route dans le monde, et j'aurais failli sans cesse. Mais où allez-vous, Hélène? Pouvez-vous le voir? Le savez-vous? J'ai la foi, et je crois que je vais vers Dieu. Où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Mon Créateur est le vôtre. Il ne détruira jamais son œuvre. J'ai foi en son pouvoir, et je me confie en sa bonté. Je compte les heures jusqu'au moment solennel qui me rendra à lui et qui le révélera à moi. Alors, Hélène, vous êtes sûre que le ciel existe réellement et que nos âmes peuvent y arriver après la mort? Oui, Jane, je suis sûre qu'il y a une vie à venir. Je crois que Dieu est bon et que je puis en toute confiance m'abandonner à lui pour ma part d'immortalité. Dieu est mon Père, Dieu est mon ami. Je l'aime et je crois qu'il m'aime. Hélène, vous reverrai-je de nouveau après ma mort? Oui, vous viendrez vers cette même région de bonheur. Vous serez reçue par cette même famille toute puissante et universelle. N'en doutez pas, chère Jane. Je me demandais quelle était cette région et si elle existait. Mais je ne fis pas part de mes doutes à Hélène. Je pressai mon bras plus fortement contre elle. Elle m'était plus chère que jamais. Il me semblait que je ne pouvais pas la laisser partir, et je cachai ma figure contre son cou. Alors, elle me dit de l'accent le plus doux. « Je me sens mieux. Mais ce dernier accès de toux m'a un peu fatiguée, et j'ai besoin de dormir. Ne m'abandonnez pas, Jane. J'aime à vous sentir près de moi. Je resterai avec vous, chère Hélène, et personne ne pourra m'arracher d'ici. Avez-vous chaud, ma chère? Oui. Bonsoir, Jane. Bonsoir, Hélène. Elle m'embrassa, je l'embrassai, et toutes deux nous nous endormîmes. Quand je me réveillai, il faisait jour. Je fus tiré de mon sommeil par un mouvement inaccoutumé. Je regardai autour de moi, j'étais dans les bras de quelqu'un. La garde me portait. Elle traversa le passage pour me ramener au dortoir. Je ne fus pas réprimandé pour avoir quitté mon lit. On était occupé de bien autre chose. On me refusa les détails que je demandais. Quelques jours après, j'appris que mademoiselle Temple, en rentrant dans la chambre, m'avait trouvé couché dans le petit lit, ma figure appuyée sur l'épaule d'Hélène, mon bras passé autour de son cou. J'étais endormie. Hélène Burns était morte. Son corps fut déposé dans le cimetière de Brocklebridge. Pendant 15 ans, il ne fut recouvert que d'un monticule de gazon. Mais maintenant, un marbre gris indique la place où elle repose. On y lit son nom et ce seul mot, Resurgam.